Automne 1958. Le public présent au meeting annuel de la Société des constructeurs aéronautiques britanniques, autrement dit le salon de Farnborough, assiste au balbutiement de l'aviation à réaction. Les avions anglais les plus rapides du moment, tout comme les dernières innovations en matière d'aviation, peuvent être regardés au sol et admirés dans le ciel. Les avions militaires ayant fait leurs preuves, comme le Hawker Hunter ou les prototypes comme le Short SC-1 et le Fairey Rotodyne, effectuent leurs démonstrations à côté des avions de ligne les plus récents, des jets les plus rapides et des hélicoptères les plus modernes. Cette année-là, Fairey Aviation présente deux appareils à voilure tournante. La firme espère ainsi s'approprier une part du marché des hélicoptères. Celui-ci est l'Ultralight, une machine étonnante à bien des égards. C'est un déflecteur d'acier inoxydable placé dans le flux des gaz d'échappement de la turbine qui contrôle la direction. Le moteur n'entraîne pas le rotor par l'intermédiaire d'une boîte de transmission. De l'air prélevé du compresseur est envoyé au bout des pales et mélangé à du kérosène. Et c'est cette combustion qui entraîne le rotor. Fairey a baptisé ce système la propulsion en bout de pale. Fairey présente aussi un appareil de transport civil à décollage et atterrissage vertical, muni d'un rotor entraîné de la même manière. C'est le Rotodyne. Ce prototype est de conception très novatrice. La configuration de la machine emprunte plusieurs idées datant des tout débuts de l'histoire des voilures tournantes. Le Rotodyne est un appareil capable de décoller et de se poser comme un hélicoptère, mais qui se déplace à la manière d'un autogire. C'est le rotor en autorotation qui fournit la portance. Mais pour mieux comprendre un projet comme le Rotodyne, il faut replonger dans l'histoire mondiale des machines à voilure tournante et en observer les retombées dans l'aéronautique britannique. Les choses ont commencé à bouger au début des années 20, en 1925-26 à peu près, quand Brennan a construit ce très gros hélicoptère, dont le rotor était actionné par des hélices placées à l'extrémité des pales. L'appareil a réussi des vols assez spectaculaires pour son temps. Il ne durait que quelques minutes, il ne s'agissait que de vols stationnaires, et l'appareil était très difficile à maîtriser en vol. Mais on avançait. Et de gros progrès auraient pu être faits. Mais c'était juste au moment où Juan de la Cierva est arrivé en Grande-Bretagne avec son autogire et a fait une démonstration devant les responsables du ministère à Farnborough. Ceux-ci ont été très impressionnés et ont pensé que c'était le bon choix technologique. C'est un peu triste pour Brennan, dont les travaux ont été abandonnés à la suite de cette décision. Il aurait alors dit que l'hélicoptère existerait quoi qu'il arrive et qu'il était irresponsable d'abandonner les recherches. Mais l'appareil de Brennan est passé à la trappe et entré dans l'histoire. La Cierva est devenue à la mode. C'était un Espagnol, mais il avait amené son projet en Angleterre, financé pour une large part par la firme Ware. Ce qui est remarquable dans l'histoire des machines de la Cierva, c'est qu'il n'avait jamais eu l'intention d'inventer un hélicoptère. Tout ce qu'il voulait, c'était une machine volante impossible à mettre en décrochage. L'appareil de la Cierva est la première machine à voilure tournante qui ait véritablement fonctionné. Le rotor d'un autogire n'est pas entraîné par un moteur. C'est la simple traction de l'hélice qui provoque la rotation du rotor, lequel assure ainsi la portance. Bien qu'il ne puisse en aucun cas décoller totalement verticalement ou prétendre au vol stationnaire, l'autogire décolle et se pose sur des distances extrêmement courtes. Et comme les hélicoptères modernes, le roulis peut être contrôlé en faisant varier l'inclinaison de la tête du rotor. Puis en 1932, un Autrichien du nom de Raoul Hafner arrive en Angleterre pour montrer son hélicoptère R2. Il a construit sa machine avec Bruno Nagler et tous deux obtiennent quelques résultats encourageants. En Grande-Bretagne, Hafner étudie et construit des autogires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il met au point un ensemble de rotors à autorotation légers destinés à déposer au sol les forces aéroportées avec leurs jeeps. Ce sont les rotochutes et les rotobuggy. L'hélicoptère R2 comporte un rotor actif à 3 pales, avec des commandes de pas collectifs et de pas cycliques.
Le couple, induit par le rotor motorisé, est compensé par deux surfaces verticales placées dans le souffle du rotor. Un rotor entraîné par un moteur produit un couple dans l'axe vertical. Sur un hélicoptère, cette force tend à faire tourner le fuselage dans le sens opposé à la rotation du rotor. Ce couple est pour la première fois maîtrisé sur l'hélicoptère allemand Focke-Wulf FW-61, lequel effectue son premier vol en juin 1936 aux mains de Hanna Reitz, la seule femme pilote d'essai de la Luftwaffe. Cette machine comporte en fait deux rotors et est considérée comme le premier appareil à voilure tournante réellement utilisable. Grâce aux deux rotors tournant en sens inverse, le couple est annulé dans la mesure où chacun d'eux produit un couple identique mais opposé, et le fuselage n'a donc plus tendance à tourner sur lui-même. Le FW-61 est donc extrêmement maniable, tellement agile en fait que Hanna Reitz effectue une série de démonstrations à l'intérieur d'un stade couvert, le Deutschlandhalle. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux ingénieurs allemands se retrouvent dans des bureaux d'études de pays vainqueurs. L'industrie des hélicoptères doit beaucoup aux ingénieurs allemands. On ne peut pas dire que quiconque ait triché ou se soit approprié des idées. Tous les progrès se font grâce aux découvertes des autres. Et on n'essaie pas de réinventer la roue alors que quelqu'un trouve la solution à un problème technique. Inutile d'ajouter que tout le monde adapte les solutions dès que les brevets tombent dans le domaine public. Et bien entendu, les brevets ont été disponibles avec l'occupation de l'Allemagne. Les constructeurs d'hélicoptères bénéficient aussi des premières études d'un ingénieur aéronautique russe, Igor Sikorsky, qui s'est réfugié aux États-Unis après la révolution bolchevique. Avant la Seconde Guerre mondiale, son prototype VS-300 a retenu l'attention des militaires américains et britanniques. C'était le premier hélicoptère muni d'un rotor de queue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les recherches sur les voilures tournantes ont été un peu mises en veilleuse en Grande-Bretagne. On a étudié les rotochutes et les rotobuggy, une Jeep volante munie d'un rotor en autorotation pour la poser au sol, vous imaginez. Ils l'ont d'ailleurs fait voler. Mais l'effort de guerre en Angleterre était tellement énorme qu'il n'y avait ni temps ni argent à consacrer aux hélicoptères. Par contre, dans le reste du monde, les travaux se poursuivaient. Les Américains travaillaient dur, et Sikorsky avait construit son hélicoptère très exploitable avec le rotor anti-couple de queue. La machine de Sikorsky a ouvert en grand les portes de la technologie des voilures tournantes. Et une fois que les premiers appareils ont réussi à voler, tout a été très vite. Les progrès se font rapidement quand les choses commencent à bouger. Puis les problèmes commencent à arriver, et accident après accident, panne après panne, les technologies se développent et mènent au progrès. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que le Sikorsky R4, un développement du VS-300, fait son apparition. Il est l'objet de tout un programme d'essai pour l'US Army et l'US Navy, de même que pour la Royal Navy. Le conflit terminé, plusieurs entreprises anglaises se lancent dans la production d'appareils à voilure tournante. Westland Aircraft construit en série le S-51 sous licence Sikorsky. La Cierva Autogiro Company commence à développer son Air Horse. Raoul Effner rejoint la Bristol Airplane Company et étudie le Bristol 173. Enfin, Fairey Aviation travaille sur un projet qui va conduire à une machine très novatrice, le Rotodyne. En Grande-Bretagne, 2 ou 3 entreprises se mettent au travail. Westland achète la licence pour fabriquer les appareils Sikorsky et devient très rapidement spécialisé dans la production d'hélicoptères. Du reste, Westland ne fabrique pas seulement des machines sous licence. Elle adapte assez considérablement les hélicoptères d'origine et produit ses propres machines pour son propre marché. Raoul Effner est nommé ingénieur en chef et concepteur de la Bristol Helicopter Company, une branche de la Bristol Airplane Company.
La firme de la Cierva revient sur le marché et lance deux modèles très intéressants, le petit Skeeter et le gros Air Horse. Et Fairey Aviation commence à s'intéresser aux voilures tournantes avec le Gyrodyne, qui débouchera sur le Rotodyne. Pendant les derniers mois de la guerre, deux constructeurs comprennent qu'il faudra bientôt remplacer la production d'appareils militaires par des machines destinées au marché civil. L'un d'eux est Fairey Aviation. Cette firme, fondée en 1915, est le premier fournisseur d'avions embarqués de la Royal Navy. Mais le marché des hélicoptères est encore embryonnaire et Fairey décide de tester ses possibilités nouvelles. La société avait clairement l'intention de se lancer dans les hélicoptères, ou du moins de comprendre ses spécificités. Parce qu'au même moment, Westland Aircraft commençait à construire des hélicoptères Sikorsky sous licence. C'était en 1946-47. Il y avait donc une volonté générale dans l'industrie aéronautique de tenter l'aventure, d'étudier et fabriquer des hélicoptères. Fairey constitue une équipe d'ingénieurs dirigée par le professeur Bennett, qui a travaillé chez la Cierva et Wehr. Les membres du bureau d'études viennent aussi de chez Dobloff en Allemagne, où les premières voilures tournantes munies de rotors à réaction ont été construites dès 1944. Le premier hélicoptère construit par Fairey est le Gyrodyne. Sur cette machine, le rotor anti-couple, aujourd'hui classique, est remplacé par une hélice tractrice montée sur l'aile gauche. Elle permet aussi le contrôle de la direction et les petites ailes servent à soulager le rotor en vol translationnel. Le Gyrodyne fut le premier effort de la Fairey dans le domaine des hélicoptères. C'était un projet entièrement indépendant. Ils ont débauché quelques ingénieurs de chez Wehr qui avaient repris bon nombre des activités de l'ancienne Cierva Company. Le premier vol a lieu en décembre 1947 et lors de ses premiers essais, le Gyrodyne se comporte parfaitement. En juin de l'année suivante, il bat même un record de vitesse en volant à près de 173 km/h pendant un court moment. On lance aussitôt la fabrication d'un second Gyrodyne et le premier prototype commence des essais en vol dans l'intention de battre le record de vitesse en circuit fermé sur 100 km. Malheureusement, au printemps de 1949, le programme Gyrodyne prend brutalement fin dans des circonstances dramatiques. Ils eurent un grave problème avec le Gyrodyne, qui s'est terminé par un horrible accident. L'équipage a été tué et ce fut la fin du Gyrodyne. Mais le second appareil était encore disponible. Ils travaillaient alors sur le rotor à réaction et ils ont décidé de transformer l'appareil en montant ce système. L'enquête sur l'accident a montré que les critères de fabrication ayant fait leurs preuves pour les avions n'étaient pas forcément adaptés au Gyrodyne. La compagnie a donc décidé de constituer un bureau d'études spécifique aux hélicoptères, où s'appliquerait la même rigueur que dans la conception des avions. Ce sont des contraintes excessives subies par le moyeu du rotor qui ont provoqué la catastrophe qui a mis fin au programme Gyrodyne. Le second appareil, encore en construction, va alors servir à un autre projet. Le rotor du Gyrodyne était animé par le même moteur que celui de l'hélice tractrice. Fairey travaille parallèlement à un système de rotor entraîné par la poussée de petites tuyères placées en bout de pale, qui en fait un rotor à réaction sans boîte de transmission mécanique. La direction de l'entreprise décide donc d'en équiper le second Gyrodyne pour en faire un banc d'essai du rotor à réaction.
Il faut dire qu'à la même époque, un système similaire est utilisé sur l'hélicoptère français Jeanne. Nous avons enlevé le rotor et la boîte de transmission du Gyrodyne et l'avons remplacé par un système à réaction bipale. L'avantage du point de vue technique était l'élimination de la transmission mécanique. Le Gyrodyne est modifié pour voler comme une machine hybride. Il décolle et se pose grâce à son rotor. Mais en vol horizontal, il devient un autogyre. Le rotor à réaction fonctionne en soufflant de l'air fourni par 2 compresseurs auxiliaires et en injectant du kérosène dans une chambre de combustion située à l'extrémité de chaque pale. Le mélange brûle en provoquant une poussée qui fait tourner le rotor lors des décollages et atterrissages. 2 hélices montées sur les petites ailes fournissent à la fois la poussée horizontale et le contrôle de la direction. Le rotor à réaction est contrôlé par des commandes de pas collectifs et de pas cycliques. En vol horizontal, les réacteurs du rotor sont coupés et celui-ci assure la portance par autorotation. Au milieu des années 50, le décollage, l'atterrissage et la transition vers le vol horizontal ont été essayés avec succès. Bien que la machine ne puisse voler à l'horizontale très longtemps en configuration autogyre, les résultats encourageants poussent Fairey à lancer 2 projets d'appareils munis d'un rotor à réaction. Il y a toujours eu des problèmes techniques, quelle que soit la conception. Bien entendu, la première chose à faire était de trouver un moyen d'obtenir de la poussée au bout des pales. Il fallait envoyer à la fois de l'air et de l'essence pour créer un mélange combustible susceptible de fournir la poussée. Nous avons eu le problème de faire passer l'air dans le noyau du rotor, à travers les articulations des pales, en résolvant au passage le problème posé par d'éventuelles fuites au niveau des joints flexibles. En plus, les chambres de combustion à l'extrémité des pales étaient soumises aux forces centrifuges qu'on trouve toujours au bout des pales. Il fallait donc trouver une forme aérodynamique à l'extérieur, compatible avec les exigences thermodynamiques à l'intérieur. Ils ont appris beaucoup des difficultés qu'ils allaient rencontrer sur le Rotodyne avec le Gyrodyne à réaction. Et en même temps, ils se sont lancés dans un autre projet, l'hélicoptère Fairey Ultralight. Un petit biplace comme ces engins avec une bulle transparente qu'on voyait dans les magazines de science-fiction de l'époque, où les gens se déplaçaient à bord de leur propre petite machine volante privée. Il avait un rotor à réaction, donc pas de problème de couple. La seule chose qu'ils devaient garantir était le contrôle directionnel, ce qu'ils ont fait grâce à un volet en acier inoxydable situé dans le flux d'échappement et qui le déviait pour orienter l'appareil. John Morton faisait la démonstration de ses qualités en le posant sur le plateau arrière d'un camion. Il descendait en autorotation et se stabilisait à la toute dernière minute avec le moteur encore en marche pour se poser exactement sur le plateau d'un camion. L'Ultralight est conçu pour opérer à partir du pont d'un petit bâtiment de la Navy. 3 exemplaires de la minuscule machine sont construits. Ils subissent un programme d'essai complet de 4 ans, y compris des tests en mer et une certification civile. Mais le projet est abandonné en 1959 lorsque le ministère de l'Air décide qu'il faudra des hélicoptères plus gros pour les divers services des armées. Mais Fairey a déjà lancé un projet beaucoup plus gros et ambitieux après le Gyrodyne, le Rotodyne. La firme a commencé les études préliminaires de cet appareil dès 1946. Et les succès du Gyrodyne à réaction, ainsi que l'intérêt de la British European Airways pour un appareil de transport à voilure tournante, vont accélérer le projet. En 1953, le ministère de l'Équipement signe un contrat pour la construction d'un seul prototype. Il doit offrir les avantages du décollage et de l'atterrissage vertical propres aux hélicoptères tout en assurant les capacités d'accueil d'un avion pour les passagers. Le Rotodyne était un projet très ambitieux. Il s'agissait de construire un appareil capable d'emmener 40 passagers.
Mais c'était surtout un pas en avant vers l'utilisation des hélicoptères par les compagnies aériennes. Tout le monde pensait qu'on pourrait poser des hélicoptères en plein milieu des villes. Le gouvernement avait aussi le désir de lancer des programmes à faible coût, de l'ordre de dizaines de millions plutôt que de centaines. Et je crois que les deux facteurs ont joué. Le Rotodyne ressemble à un avion de ligne à turbopropulseur aux ailes rognées, muni d'un rotor de 27 mètres de diamètre. Celui-ci comporte des tuyères à réaction en bout de pale. Pour la partie du vol en mode hélicoptère, les tuyères du rotor reçoivent de l'air par les compresseurs des deux turbopropulseurs Napier et Land montés sur les ailes. Le carburant mélangé à l'air brûle dans les chambres de combustion placées à l'extrémité de chaque pale du rotor. Une fois le mélange allumé, la combustion se maintient d'elle-même et la force centrifuge du rotor en mouvement suffit à faire venir le carburant jusqu'au bout des pales. Les compresseurs de chaque moteur alimentent chacun deux rotors opposés. Ainsi, une panne moteur n'entraîne pas l'arrêt de l'alimentation de toutes les pales. Une fois le décollage assuré et le vol horizontal commencé, les tuyères du rotor sont coupées et la puissance est fournie entièrement par les moteurs Napier et Land. Le Rotodyne fonctionne alors comme un autogire. Les turbopropulseurs servent au vol horizontal et le rotor fournit la portance en autorotation. Des essais en soufflerie sur des maquettes à l'échelle 1/6 permettent de calculer le coefficient de traînée de la cellule avec ses voilures fixes. Ensuite, il faut encore 200 heures d'expérimentation supplémentaire avec une maquette au 1/15 munie d'un rotor de 1,80 m de diamètre pour déterminer les effets du souffle du rotor sur les caractéristiques de vol. Comme il n'y a pas encore de réglementation officielle pour un appareil de ce type, Fairey décide de se conformer aux exigences des qualifications pour le vol en hélicoptère et en avion. Les études techniques sont basées sur les réglementations britanniques en matière de certification de navigabilité pour les hélicoptères et les avions de taille et de performance similaires. Les ingénieurs tentent de pallier au mieux cette absence de réglementation entre les deux catégories de machines volantes dans l'espoir d'établir un précédent pour la certification des futurs hélicoptères hybrides. Fairey Aviation tient en effet à faire du Rotodyne un véritable appareil de transport civil plutôt qu'un prototype. Le fuselage, de 17 mètres de long, est construit dans les ateliers de Hayes. Cette partie essentielle de l'appareil est ensuite transportée par camion à l'usine de Stockport pour l'assemblage final. La voilure et les turbopropulseurs Napier sont alors installés. Viennent ensuite la dérive double et l'immense rotor. La recherche et le développement sur l'ensemble rotor ont commencé avant la réalisation du Gyrodyne à réaction dans les locaux de l'entreprise à White Waltham. Après plus de 10 ans de recherche sur les tuyères en bout de pale, le moment est venu d'essayer en vol le gigantesque hélicoptère hybride, le Rotodyne. La machine est suffisamment grande pour répondre aux besoins des militaires et aux perspectives en matière de transports aériens de centre-ville à centre-ville. Conformément aux demandes de la BEA, le Rotodyne peut accueillir plus de 50 passagers. Mais une question reste en suspens. La machine pourra-t-elle effectivement voler ? We announce the departure of Rotodyne flights to Brussels and Paris. Le Rotodyne est dérivé du prototype Gyrodyne à réaction développé par Fairey. Il utilise le même principe de sustentation avec rotor à réaction pour les phases de décollage et atterrissage, auxquelles se substituent les ailes, les hélices de propulsion et le rotor en autorotation pour les phases de vol translationnel.
L'énorme rotor comporte 4 pales pour une meilleure fiabilité. La structure est essentiellement en acier. Le moyeu du rotor est percé de 2 canalisations concentriques qui envoient de l'air comprimé en provenance de 2 turbopropulseurs montés sur les ailes. Les pales, longues de 13 mètres, conduisent l'air et le carburant jusqu'à la chambre de combustion située à l'extrémité. Ainsi sont éliminés le couple moteur et les problèmes de transmission mécanique, inévitables sur des systèmes tournants aussi grands. Sur cette machine, la boîte de transmission aurait dû absorber 6000 chevaux pour entraîner le rotor. L'assemblage est fixé sur le dessus du fuselage par une cage à 4 montants, habillée par un carénage aérodynamique. Les tuyères de propulsion montées au bout des pales sont fabriquées en alliage de nickel. L'une des raisons de la réussite de Fairey avec les rotors à réaction tient au fait qu'ils ont mené une longue campagne de mise au point au sol avant de tenter de les faire voler. Ils ont construit une énorme installation d'essai au sol dans un coin de l'aérodrome de White-Waltham. C'était assez amusant d'y travailler parce qu'on faisait tellement de bruit qu'on nous tenait éloignés de tout le monde. Nous avions 2 chambres d'essai dans lesquelles on pouvait faire fonctionner une tuyère sous pression. Il y avait aussi un autre système pour tester les arrivées d'air comprimé sur une installation tournante. Il y avait donc un système tournant et 2 chambres d'essai de tuyères en fonctionnement. Et bien sûr, tout se passait dans une sécurité relative, sans avoir besoin d'effectuer des essais en vol. Nous n'avions pas les contraintes techniques de la conception d'avions. Les chambres de combustion sont finalement fabriquées en Nimonic 80, doublées de Nimonic 75. L'air pénètre dans la chambre de combustion par la pale et se trouve alors mélangé à une émulsion de carburant. Une fois allumé, le mélange brûle par lui-même puisque tout est sous pression, jusqu'à la coupure d'arrivée du carburant. Les installations d'essai de White-Waltham servent d'abord à la mise au point des tuyères du Gyrodyne et de l'Ultralight, puis de nouveaux appareillages sont construits pour le Rotodyne. Une seconde installation au sol complète les autres à Boscombe. Elle comporte un rotor, des moteurs de propulsion et les commandes conçues pour le Rotodyne et doit servir aux essais d'endurance et à la formation des pilotes. Mais avant de faire voler le Rotodyne complet, de nombreux essais au sol sont encore nécessaires. Les techniciens de Fairey ont passé beaucoup de temps sur le rotor, à White-Waltham et à Boscombe. Mais il ne suffit pas pour faire un hélicoptère de fixer un rotor sur un fuselage. Les appareils à voilure tournante subissent des contraintes de structure dues aux interactions mécaniques entre la cellule, l'ensemble rotor et les trains d'atterrissage. La machine entière doit donc subir des essais au sol pour établir ces contraintes structurelles. Les tests de résonance ont lieu à White-Waltham. Finalement, le Rotodyne, malgré sa complexité et sa nouveauté, n'est qu'un hélicoptère comme un autre. Les vibrations sont un problème récurrent sur tous ces appareils. C'est facile à imaginer. Vous fixez cette énorme masse tournante sur le dessus de l'engin. Chaque fois que le rotor fait un tour, il transmet de l'énergie à la cellule. L'un des plus gros problèmes dans la conception des hélicoptères, c'est donc le contrôle de ces vibrations afin qu'elles ne risquent pas de désintégrer l'appareil. On fait donc tourner l'engin au sol en variant la vitesse de rotation de la voilure, en essayant toutes les combinaisons possibles de vitesse entre le rotor et les hélices. Car les hélices aussi introduisent des vibrations. Les moteurs engendrent des vibrations à haute fréquence, le rotor produit des vibrations à basse fréquence. Et elles se combinent pour former des harmoniques dont certaines peuvent avoir des conséquences funestes. Il y a un autre gros problème que doit affronter l'hélicoptère, la résonance au sol. Elle se produit quand le fuselage, en repos sur son train d'atterrissage, qui est lui aussi un ensemble élastique, entre en résonance avec le rotor, qui est également un système élastique.
Lorsque les pales oscillent dans leur plan de rotation, on peut se trouver dans la situation où le centre de gravité de la masse effective du système en rotation se retrouve en décalage par rapport à l'axe de rotation. Car si le fuselage entre en oscillation sur son train, l'axe de rotation se déplace. Et comme le rotor est en mouvement et que sa masse effective se décale de l'axe, le décalage peut encore s'accentuer. Et plus la masse effective est décentrée, plus ce décalage risque d'augmenter à chaque rotation, jusqu'à la désintégration complète de l'appareil. Le seul moyen d'empêcher cette mise en résonance est de modifier les phases de résonance du système dynamique du rotor par rapport à celle de l'ensemble fuselage-train d'atterrissage. Les essais de résonance permettent de mesurer la réaction du fuselage à certains points critiques lorsque les vitesses de rotation du rotor et des moteurs varient. On découvre alors que la résonance au sol affecte l'ensemble du rotodyne. Pour corriger ce problème, le train d'atterrissage rétractable d'origine est donc remplacé par un système fixe haubané. La contribution majeure de Ferret dans le domaine de la technologie des voilures tournantes va ainsi être l'établissement des calculs théoriques qui permettront aux ingénieurs de prévoir les caractéristiques de résonance au sol de tout appareil donné. Les tests de résonance au sol sont enfin terminés. Le train a été modifié, le rotodyne est prêt à faire son premier vol. Haut de 6,70 m et long de près de 18 mètres, l'appareil semble très pâteau au sol. Mais son énorme rotor et ses puissants moteurs Napier Eland transforment totalement la machine une fois en l'air. Il a une immatriculation militaire, XE 521, qui traduit ses capacités de transport logistique sur le champ de bataille et montre que le ministère de l'Équipement britannique a subventionné le projet. Mais avec sa charge maximale embarquée de 15 tonnes, sa large cabine pouvant accueillir 50 passagers, il correspond aussi au désir de la British European Airways. Le rotodyne décolle pour la première fois le 6 novembre 1957. Les pilotes d'essai, Morton et Gellatley, sont aux commandes. Ils se préparent à tester la machine en mode hélicoptère pur, l'une de ses 3 phases de fonctionnement. Au démarrage, les turbopropulseurs génèrent de l'air comprimé grâce aux compresseurs axiaux à 9 étages montés derrière eux. Ceux-ci pompent de l'air jusqu'aux tuyères des pales du rotor et commencent à faire tourner l'énorme système. Le carburant est ensuite envoyé aux chambres de combustion et le mélange est allumé. Le rotor atteint les 125 tours minute et le rotodyne quitte le sol. Le plan de vol prévoit de faire évoluer la machine uniquement en mode hélicoptère. Une fois en l'air, on vérifie le comportement directionnel de la machine. Le contrôle dans cet axe est assuré en faisant varier le pas des hélices des turbopropulseurs. Le premier vol rassure tous les techniciens sur la validité du concept. 2 vols supplémentaires ont lieu ce jour-là. À chaque fois, un observateur accompagne les 2 pilotes. On a prévu au départ de ne pas dépasser l'altitude où l'effet de sol cesse d'agir, mais à la fin de la journée, le rotodyne effectue des circuits complets au-dessus du terrain, largement au-delà de l'altitude limite de l'effet de sol.
l'appareil donne toute satisfaction. Les essais démontrent non seulement que le comportement en vol est excellent, mais aussi que la charge prévue, proche de la charge maximale de 15 tonnes, peut être facilement emportée par la machine. On effectue encore 70 vols d'essai en mode hélicoptère jusqu'au mois d'avril de l'année suivante. Des vitesses de l'ordre de 240 km/h sont atteintes et l'appareil grimpe jusqu'à 1800 mètres, propulsé par son rotor à réaction. Mais cette première phase d'essai en vol ne couvre que la moitié des régimes de fonctionnement du Rotodyne, car il est conçu pour voler aussi en véritable autogire. Dans ce mode, les tuyères du rotor sont éteintes et les turbopropulseurs cessent d'entraîner les compresseurs d'air. Ils libèrent toute leur puissance pour les hélices, le rotor assurant la portance en autorotation. La phase que doivent maintenant expérimenter sérieusement les ingénieurs et les pilotes d'essai de Fairey est la transition entre le mode hélicoptère et le mode autogire, puis le retour en mode hélicoptère pour l'atterrissage. Au cours du printemps 1958, les premières transitions complètes sont tentées. Ce passage est effectué méthodiquement. D'abord, les tuyères des pales sont éteintes par paire et les compresseurs désengagés pour permettre au système de passer d'un mode à l'autre progressivement. Ces transitions se font à différentes altitudes et on découvre que les tuyères se rallument difficilement à haute altitude. Le problème est résolu par des clapets de décompression qui réduisent le flux d'air à haute altitude lors de l'allumage. À la fin octobre, les transitions entre les deux modes de vol s'effectuent sans problème en 30 secondes environ. Avant de faire des démonstrations publiques, nous avions exploré toutes les caractéristiques et vérifié que l'appareil était sans danger dans toutes les phases de vol. Nous avions essayé le mode hélicoptère, le vol horizontal en mode hélicoptère, la transition du mode hélicoptère en mode d'autorotation, où les ailes fournissaient environ 50% de la portance. Et une fois que nous avons validé toutes les caractéristiques du véhicule, nous avons pu démontrer ses capacités et ses différents rôles. Pendant l'été 1958, un nouveau train d'atterrissage rentrant est monté sur l'appareil. Il comporte des amortisseurs spéciaux, réglés pour résoudre le problème de la résonance au sol, découvert lors des essais au sol l'année précédente. Après 6 mois d'essais, l'équipage est maintenant sûr du comportement en vol de la machine. L'enveloppe de vol a été explorée et étendue. Les transitions entre les deux modes de fonctionnement se font maintenant à des altitudes de l'ordre de 100 mètres. Le Rotodyne arbore une nouvelle décoration et l'appareil est enfin prêt à faire des démonstrations en public. Fairey sait avec certitude que la machine peut satisfaire aux besoins des clients potentiels, les compagnies aériennes qui veulent offrir des services de centre-ville à centre-ville et les militaires qui ont besoin de transport logistique. L'appareil est rapide, surtout pour sa taille. Sa charge embarquée est confortable et son double régime de vol apporte une sécurité accrue. Il y avait encore un avantage sur le Rotodyne. Quand on était en vol normal, en autorotation, avec le système du rotor éteint et qu'on essayait sans succès de le rallumer,
ou si on avait une panne moteur et qu'on savait qu'on ne pouvait pas passer en vol stationnaire, on pouvait tout de même poser l'appareil sur une piste comme un avion de ligne ordinaire. C'était un élément de sécurité très appréciable sur cette machine. Il pouvait se comporter comme un avion. Nous avons fait de nombreux essais d'approche sur les pistes. On avait l'avantage d'avoir plusieurs chances. Ce n'était pas comme un hélicoptère en autorotation. On pouvait faire une approche classique, puis repartir pour recommencer et atterrir de cette manière. Bien entendu, en mode autogire, le véhicule pouvait voler plus vite qu'un hélicoptère classique. De fait, le Rotodyne pouvait atteindre 324 km/h, et cela en 1957, donc plus rapide que la plupart des hélicoptères d'aujourd'hui. En janvier 1959, le Rotodyne bat un record de vitesse en circuit fermé, à plus de 305 km/h. La vitesse horizontale d'un hélicoptère est limitée par les pales de son rotor. En vol translationnel, en effet, la vitesse relative des pales, et donc leur portance, devient asymétrique. Les pales qui tournent vers l'avant se déplacent plus rapidement que celles qui tournent vers l'arrière de l'appareil. Et cette différence s'accroît avec la vitesse horizontale, de sorte qu'arrivée à une certaine vitesse, la puissance nécessaire pour faire bouger les pales et les efforts de résonance accrus sur celles-ci limitent la vitesse de rotation du rotor et donc de l'appareil. Ces efforts de résonance sont moins sévères sur un autogire et le rotor en autorotation ne demande aucune puissance. En mode autogire, le Rotodyne n'est donc pas limité par les phénomènes dynamiques d'un rotor actif. En juin 1959, le Rotodyne effectue une série de liaisons internationales lors d'une campagne de relations publiques. Il décolle de Heathrow, l'aéroport de Londres, pour se rendre au 23e salon de l'aéronautique du Bourget. Il s'arrête en route à l'héliport de l'Allée Verte de Bruxelles, puis à celui d'Issy-les-Moulineaux, avant de se poser au Bourget. Il y avait deux façons de promouvoir le projet Rotodyne. L'une d'elles était de le montrer comme un appareil de transport civil volant de centre-ville à centre-ville. Et ils ont fait une démonstration efficace en prouvant qu'on pouvait faire ces vols. Mais je me souviens surtout de la facilité avec laquelle l'appareil semblait se piloter. Il décollait et passait en transition comme s'il l'avait fait des milliers de fois. On n'avait pas du tout l'impression d'une machine peu sûre, où l'on se demandait à chaque fois comment il allait se comporter. Il était d'une fiabilité extrême. À Paris, le Rotodyne fait son apparition au salon de l'aéronautique. Plusieurs entreprises s'intéressent à l'appareil. La Kaman Aircraft Corporation et l'Okanagan Helicopter Group sont sur les rangs. Kaman négocie même un accord pour la licence des ventes et de l'entretien aux États-Unis. Okanagan signe une lettre d'intention pour l'achat d'un Rotodyne et une option pour 2 machines de plus dans les 3 ans. L'intérêt croissant pour l'appareil en Grande-Bretagne et à l'étranger donne de solides espoirs à Ferret. Le côté civil fut démontré avec le vol vers Battersea. L'héliport de Battersea, au cœur de Londres, était très petit. En fait, la piste n'était pas beaucoup plus grande que le Rotodyne lui-même. C'était comme de se poser sur le pont d'un bateau. Ils partaient vers Londres en décollant de White-Wattham. Ils ont fait le voyage 2 fois, mais je n'étais pas à bord. Je devais mesurer le niveau sonore émis par l'appareil sur le London Bridge et sur le Westminster Bridge. Je n'y parvenais d'ailleurs pas car il était couvert par le bruit de la circulation. C'était assez intéressant parce qu'à l'époque, le moment de l'allumage était le plus bruyant. Il s'est rendu à Battersea 2 fois sans aucun problème. Le seul commentaire du public fut un appel téléphonique d'une femme qui demandait quel était ce gros hélicoptère qui se posait, parce que son fils ne l'avait pas reconnu. C'était donc une démonstration supplémentaire dans le but de montrer ses capacités sur le marché civil et de désamorcer les angoisses du public.
Les vols vers Battersea démontrent que les craintes concernant le bruit du Rotodyne ne sont pas entièrement fondées. Des silencieux ont été ajoutés pour réduire le niveau sonore à des limites acceptables, mais ils réduisent surtout la puissance des éjecteurs. Des démonstrations sont aussi organisées pour démontrer les capacités de l'appareil dans le domaine militaire. Les responsables de la RAF et de l'OTAN ont droit à une prestation spéciale. Nous espérions aussi vendre la machine aux militaires. Nous voulions leur montrer qu'un gros hélicoptère pouvait avoir sa place. L'important était de montrer, primo, qu'il pouvait transporter des véhicules, secondo, qu'il pouvait déplacer beaucoup d'hommes de troupes. C'est là qu'ils ont organisé la fameuse démonstration avec les infirmières. Ils en ont fait monter environ 40 à bord. Mais ce fut à peu près la seule action jamais mise en scène pour illustrer l'importance du Rotodyne comme véhicule militaire et pour prouver qu'il y avait un vrai besoin de gros hélicoptères. À cette époque, les bureaux d'études de Fairey ont déjà commencé à travailler sur un appareil encore plus gros. New York Airways s'intéresse au Rotodyne et a commandé 5 machines avec une option pour 10 supplémentaires. Mais la compagnie américaine ne s'est engagée que si le constructeur étudiait un appareil plus gros. Ils veulent un Rotodyne capable d'emmener 57 passagers. Les installations d'essai au sol sont donc modifiées pour intégrer des turbopropulseurs Rolls-Royce Tyne plus puissants et une maquette grandeur nature est mise en construction dans l'usine. Pourtant, ce Rotodyne agrandi, dénommé Type Z, ne verra jamais le jour. Au début de 1960, on dénombre plus de 20 constructeurs aéronautiques en Grande-Bretagne. En 1961, ces entreprises ont fusionné pour ne constituer que 3 gros groupes industriels. Les grandes manœuvres de restructuration de l'industrie aéronautique britannique, menées sous l'égide du gouvernement, vont contribuer à mettre fin au programme Rotodyne. La division avion de Fairey est regroupée avec la Bristol Airplane Company et Westland. C'est cette dernière filiale qui reprend le projet Rotodyne. Mais cette réorganisation retarde le développement du type Z et donne aux clients potentiels l'impression que Westland manque d'enthousiasme pour continuer le programme, alors que c'est le contraire. Yeovil, England, centre of the British helicopter industry and headquarters of the Westland Group of companies, now incorporating Saunders Roe Division, Fairey Aviation Division and Bristol Helicopter Division. Après cette fusion, Westland devient l'unique constructeur d'hélicoptères en Grande-Bretagne. La firme récupère la précieuse équipe de recherche et de développement de chez Fairey Aviation et donne même la priorité au programme Rotodyne sur leur propre projet d'hélicoptères lourds. Le soutien du gouvernement est promis, mais à une condition. Il est lié à une commande d'appareils par British European Airways et à un contrat ferme des militaires. Ni l'un ni l'autre ne se concrétiseront. Le Rotodyne est arrêté après de nombreux retards dans le programme dû aux restructurations et au manque d'intérêt de la part des militaires. Sans commande pour la défense, le gouvernement ne veut pas investir dans un Rotodyne agrandi. Finalement, Okanagan et British European Airways se retirent et tout le programme doit être arrêté. Après 4 années d'essais en vol et 11 millions de livres sterling investis, le Rotodyne est officiellement abandonné en février 1962. Tout ce qui reste de l'appareil est une section du fuselage, le moyeu du rotor et une pale, exposé au British Rotorcraft Museum de Weston-super-Mare. Tout de suite, un film qui revient sur l'épopée d'un grand hydravion, le Tradewind.